Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, 45 minutes. Chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Servane Hugues. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Servane Hugues, vous avez 46 ans, vous êtes depuis cet été député de la première circonscription de l'Isère. C'est votre premier mandat politique, hein? Tout à fait, premier engagement politique. Démarrer directement par le haut de l'échelle, on va en parler. Vous n'avez pas été élu sur votre nom puisque vous étiez la suppléante de l'ancien ministre Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, qui était candidat sur cette première circonscription de l'Isère en juin dernier. Suppléante, c'est un rôle un peu particulier qu'on ne connaît pas bien. Ça sert à remplacer, entre guillemets, le député titulaire si, pour une raison ou pour une autre, il ne peut plus assumer son poste. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce rôle, dans ce cas de figure? Alors, effectivement, je ne suis pas arrivée là par hasard, vous vous en doutez. J'ai jamais eu d'engagement politique, quel qu'il soit, jusqu'au mois de juin dernier. Néanmoins, j'ai un lourd passé dans l'associatif. Et finalement, j'ai été une présidente d'association qui était convaincante auprès des élus. Donc, quelque part, j'avais déjà mis le pied dans le monde de la politique par le biais de l'association que j'ai fondée sur la ville de Fontaine il y a maintenant presque 10 ans. C'est vous qui êtes allé taper, entre guillemets, à la porte d'Olivier Véran pour voir s'il y avait une opportunité? Comment ça s'est fait? Non, alors la relation? justement, c'est vrai que du coup, localement, sans aucune prétention, c'est vrai que j'ai été reconnue de par mes compétences d'accompagner les familles avec des enfants en situation de handicap. On pourra peut-être y revenir. Et par ce biais-là, j'ai travaillé de façon assez rapprochée avec Camille Gaillard, donc la députée de la circonscription numéro 1 qui m'a précédée. Et en ce sens, on a beaucoup œuvré justement sur les questions du handicap, car au moment du confinement, ça a été une catastrophe pour nos familles. Et du coup, c'est ainsi qu'on a commencé à tricoter cette relation. Avec Olivier, nous nous étions rencontrés en 2016 lors d'une course justement organisée pour Loisirs Pluriels sur la commune de Mélan, l'Asparun. Et nous avons fait courir plus de 10 joëlettes, donc ces espèces de chaises à porteurs avec une grosse roue VTT sur laquelle on place un enfant ou un adulte en situation de handicap, qu'on entoure avec une dizaine de coureurs, et ainsi chacun peut participer à la course. Et Olivier Véran avait du coup couru avec mon fils Antoine. Camille Gaillard, qui était effectivement la députée de cette première circonscription, qui était dans le même cas de figure que vous, qui était suppléante d'Olivier Véran sur le précédent mandat, et puis qui a pris sa place quand il est devenu ministre de la Santé. Donc elle n'a pas voulu poursuivre l'aventure, et c'est vous qui êtes aujourd'hui à la tête de cette circonscription. La première circonscription de l'Isère, ça regroupe environ 125 000 habitants. On voit là la carte, elle s'étend sur une partie de Grenoble, le centre-ville, l'île verte notamment, Mélan, Saint-Imier, il y a aussi les communes de Latronche, Coran, Bivier, Pernin, le Sapé-en-Chartreuse, je ne sais pas si j'en ai... Oui, c'est ça, 10 communes. 10 communes qui ne sont pas les communes les plus défavorisées du département. Effectivement. Vous vivez, vous, sur une de ces communes? Oui, à Mélan. Je crois que vous êtes originaire du Nord ou de Normandie? Alors non, moi je suis née en Ardèche. En Ardèche. Mais c'est vrai que lors de notre parcours avec ma famille, c'est vrai qu'on a pas mal bougé. Et j'ai fait mes études par contre en Normandie, à Caen, où j'ai été titularisée professeure des écoles en l'an 2000. Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais la première circonscription de l'Isère, c'est une fabrique de ministres. 3 des 4 derniers députés titulaires, en tout cas, ont eu des responsabilités gouvernementales. Il y avait eu Alain Carignon, il y a eu Geneviève Fioraso, et puis le dernier en date, on en a parlé, Olivier Véran. Olivier Véran n'avait pas caché sa volonté au printemps dernier de rester coûte que coûte, j'ai envie de dire, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc vous saviez, en acceptant ce poste de suppléante, qu'il y avait de grandes chances que vous vous retrouviez député si jamais il était réélu. Oui, tout à fait. Il ne s'en est jamais caché, et je savais à quoi je m'exposais, effectivement. Donc, j'ai fait un peu le grand écart de passer d'une vie tout à fait ordinaire en tant que personne civile, de la société civile, et je me retrouve effectivement propulsée sur les bancs de l'Assemblée avec
vraiment la volonté de représenter le mieux possible tous les citoyens qui sont sur ma circonscription, bien évidemment, et notamment les plus fragiles. On pourra peut-être y revenir. On va en parler. Vous aviez fait campagne d'ailleurs avec Olivier Véran. À l'époque, il vous avait mis en avant puisqu'il pressentait que vous pouviez certainement siéger à l'Assemblée nationale. Comment se passe votre relation aujourd'hui avec lui? Maintenant, il est porte-parole du gouvernement. Il a changé de poste. Alors, avec Olivier, effectivement, on ne se voit pas beaucoup parce que surtout ses agendas, mais aussi un peu les miens, sont assez incompatibles. Néanmoins, ce qui est très très agréable, c'est que je peux l'appeler quand bon me semble. On a pu dîner ensemble la semaine passée. J'apprécie beaucoup cette relation dans le sens où Olivier me fait confiance. Il sait ce pourquoi je suis à l'Assemblée, ce que j'ai envie de défendre. Et du coup, voilà, il y a une relation de confiance qui est forcément très mutuelle. Hein. Mais j'ai envie de dire que cette indépendance me plaît beaucoup parce que j'aurais pas aimé être pilotée de loin par Olivier Véran et c'est absolument pas le cas. Et franchement, je pense que dès le début, on était très au clair là-dessus. Bon, il vous donne des conseils quand même il me donne des conseils, mais il me laisse vraiment liberté pour justement comprendre, apprendre et prendre mes repères, oui, tout à fait. Et vous lui en donnez parfois Je lui donnerai jamais des conseils, je pense à Olivier. Néanmoins, oui, je peux le mettre en alerte sur certaines choses que je peux percevoir. Bon. Est-ce que vous lui auriez conseillé, par exemple, de participer aux émissions de Cyril Hanouna? Il était il y a quelques jours sur ce plateau, alors qu'il avait dit au mois de novembre qu'il n'y mettrait pas les pieds. C'est la place des élus d'aller sur ce type d'émissions qui sont beaucoup décriées par la classe politique? Alors moi, je n'irai pas, c'est une certitude. Après, je pense qu'Olivier Véran a cette capacité, cette facilité à être à l'aise partout. Et voilà, c'est une de ses grandes forces. Donc pourquoi pas Olivier, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Il faut être un bon communicant aussi pour faire une carrière en politique? Je pense qu'il faut avoir des capacités de communication, oui, avérées. Qu'est-ce qui se passera si jamais Olivier Véran perd son portefeuille ministériel? On sait que la durée de vie d'un ministre est souvent éphémère. Techniquement, il redeviendra donc député. Cela veut dire que moi, je ne serai plus que suppléante. Et donc, voilà, c'est ce que vous évoquiez au début de l'émission. Suppléant, ça peut être voilà, aussi une façon de travailler en binôme avec le député en place. Néanmoins, on n'est plus rien législativement, voilà, officiellement. Ce qui est assez surprenant, c'est que moi, je n'ai pas de suppléant. Oui, donc voilà. Si jamais vous deveniez ministre, ça commencera à poser problème. On va peut-être pas voir si loin quand même. Bon, en tout cas, pour l'instant, vous découvrez entre guillemets le métier, puisque ça fait quelques mois. Vous l'avez dit, c'est vos débuts en politique, mais vous êtes dans le militantisme, j'ai envie de dire, depuis de nombreuses années, notamment avec cette association que vous avez évoquée, qui expérimente une forme de mixité sociale sur Fontaine depuis quelques années. Oui, tout à fait. Loisirs Pluriels, c'est une association qui a pour but de créer du lien social entre les enfants handicapés et les enfants valides. Depuis la loi de 2005, cette mixité, ce partage devrait se faire dans les écoles. Je parle au conditionnel car malgré les 400 000 enfants qui sont accueillis en école avec un handicap depuis cette rentrée, néanmoins il reste beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'école et qui n'ont donc pas accès à la mixité avec les enfants ordinaires. Et donc, Loisirs Pluriels propose des centres de loisirs où 24 enfants sont accueillis pendant les vacances scolaires et les mercredis. Et parmi ces 24 enfants, 12 sont en situation de handicap. C'est du handicap lourd. Ce sont des enfants qui sont dans des établissements spécialisés pendant le reste de l'année. Ce sont des enfants qui peuvent être alimentés par voie entérale, ce sont des enfants qui sont épileptiques, ce sont des enfants qui ne s'expriment pas verbalement. Donc en fait, ce sont malheureusement des enfants qui sont très à côté de la vie ordinaire.
Donc ce projet m'a tout de suite convaincue puisqu'il n'existait pas sur l'agglomération de Grenoble. Pendant 10 ans, j'ai été la présidente de cette association. On accueille plus de 70 familles. On a créé la suite avec le centre pour les ados qui ont entre 14 et 18 ans. Et ça marche très très bien. On a même une 50aine de familles qui sont sur liste d'attente. Et pendant 4 ans, jusqu'au début de mon mandat de députée, j'ai été la présidente du réseau national Loisirs Pluriels qui existe en fait dans 17 villes en France. Il y a d'autres structures similaires un petit peu partout sur le territoire. C'est un sujet qui vous touche de près, hein, personnellement, puisque vous ne le cachez pas, vous avez 2 de vos 3 enfants qui malheureusement sont en situation de handicap. Oui, tout à fait. J'ai 3 enfants, dont mes 2 garçons qui ont 17 et 13 ans, qui sont tous les 2 porteurs de handicap, mais qui m'apprennent justement que selon le degré de handicap, on n'a pas du tout la même vie. Mon fils cadet est très lourdement handicapé, il est dépendant de quelqu'un pour l'aider à tous les gestes quotidiens de la vie, l'habiller, le nourrir, le laver, le mettre aux toilettes. Donc c'est vraiment une dépendance qui est très très forte et très très lourde. Et son petit frère, lui, est né avec une surdité profonde bilatérale, donc des 2 oreilles. Il a été implanté avec des implants cochléaires et du coup, il n'a pas eu du tout la même trajectoire de vie, si vous voulez, même par rapport justement à son inclusion dans l'école qui s'est formidablement faite grâce à des professionnels vraiment compétents et engagés. Donc j'ai aussi cette vision, si vous voulez, d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la société inclusive, qu'est-ce que c'est que l'école inclusive, quelles sont les limites, quels sont les espoirs aussi d'aller plus loin. Alors l'école, vous la connaissez bien, parce que vous l'avez dit, vous êtes professeur des écoles, hein, même si vous avez passé votre diplôme en Normandie. Il est valable aussi chez nous, en Isère. Je crois que c'est d'ailleurs à Grenoble que vous avez enseigné pendant de nombreuses années. Oui, tout à fait. Alors, je me suis arrêtée justement à l'arrivée de mes enfants parce que le quotidien était si lourd, le suivi était tellement lourd pour mes garçons que j'ai dû m'arrêter de travailler. Je ne me voyais pas justement continuer ma mission de professeur des écoles, qui est un métier qu'on fait à 300%, sinon on ne le fait pas. Et j'ai effectivement eu des enfants en zone d'éducation prioritaire. À l'époque, maintenant ça s'appelle réseau d'éducation prioritaire, avec des collègues fantastiques, et j'en garde un très très bon souvenir. Ça m'a beaucoup marqué parce que les sujets de l'enfance m'inspirent, si vous voulez, dans la globalité. Donc je suis aussi très attachée à la fragilité des enfants, mais voilà, le suivi scolaire des enfants, le soutien à la parentalité dans le parcours de l'enfant à l'école, tout ça me nourrit et m'anime. Militante associative, enseignante dans des zones difficiles. Quand on regarde votre parcours professionnel, Servanul, on aurait tendance à vous classer à gauche. Est-ce que c'est le cas? On peut dire que j'ai des valeurs très fortes, effectivement, sociales. J'aspire à ce que les minorités puissent exister pleinement et avoir les mêmes droits que les autres. Donc en ce sens, oui, je suis pleinement, comme vous dites, de gauche. Néanmoins, j'ai une valeur très forte aussi pour le travail. Je pense que la France doit justement réinvestir la notion du travail. On voit bien qu'avec la réforme des retraites, on s'interroge beaucoup sur le rapport au travail. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi? Le confinement a vraiment mis un bazar pas possible dans notre relation au travail. Et j'ai beaucoup appris parce que mon mari est gérant d'une société, donc je connais bien les problématiques aussi des entrepreneurs. Donc je suis aussi très attentive avec Innovalet notamment, qui est un vivier d'entreprises innovantes, technologiques. J'ai une circonscription qui est vraiment extraordinaire. En ce sens. Un pied dans les 2 camps, exactement. J'ai envie de dire. Donc vous êtes finalement bien au sein de la Macronie. Alors c'était pour moi. Le parti maintenant s'appelle Renaissance. Vous aviez milité pour d'autres partis avant? On se rappelle qu'Olivier Véran, lui, était au PS pendant plusieurs années. Absolument pas. Là, vous êtes militante et membre de Renaissance en tant que Tout à fait, députée. oui. C'est un parti qui est composé de militants venus de la droite et de la gauche. Hein. C'est un peu la recette magique d'Emmanuel Macron sur son premier mandat. C'est une ancienne députée grenobloise, Émilie Chalas, qui a repris la tête du parti Renaissance en Isère. C'était il y a quelques jours. Je ne sais pas si on vous a sollicité pour voter. Je ne sais pas comment s'est fait l'élection en Suisse. Oui, tout à chaque fait. militant vote. Oui, on a eu un vote par Internet. Voilà, et effectivement, c'est Émilie Chalas qui... C'était votre choix ?
Ah oui, tout à fait. C'est la bonne personne pour reprendre le parti en Isère. Tout à fait, elle a toutes les qualités qu'il faut. Tout à fait. Puis elle est restée très active même si elle n'est plus députée, elle est restée très active sur la scène politique locale, notamment avec ses mandats à la mairie et à la métropole. On parlait d'école à l'instant. La rentrée, pour vous, ça n'a pas été en septembre, ça n'a pas été en juin non plus comme les autres députés. Elle a été décalée à la fin du mois de juillet. Je crois que c'était le 23 juillet. La rentrée parlementaire pour une députée suppléante qui prend le voyage en route, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et ça n'a pas été évident, mais nous étions plusieurs, du coup, à arriver en tant que suppléants et devenant députés, grâce aux ministres qui nous ont amenés jusque-là. Donc, pour la petite anecdote, nous sommes tous au rang du fond. Ah bon? Il restait des places près du radiateur. Alors, vraisemblablement, je ne sais pas comment a été organisé, comment ça a été organisé, mais du coup, on a tout de suite, forcément, créé certaines relations et on se soutient les uns les autres parce que effectivement, être propulsé dans ce monde. En plus, après les autres, on a dû prendre tout en cours, notamment tout ce qui était administratif, l'ouverture du compte bancaire, tout un tas de choses qui prennent beaucoup de temps. Et en même temps, il fallait être déjà à l'Assemblée. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas simple. Et par contre, on n'a pas le temps de trop réfléchir, donc on a été jeté dans le bain et tout de suite, il faut s'accrocher et puis prendre les choses en cours. On vous voit au fond de la classe, là, sur ces images de vos premières interventions. Vous connaissiez, c'est un univers que vous connaissiez ou vous avez complètement découvert? Non, j'ai complètement débarqué fin juillet, ne connaissant absolument pas tout cet univers de l'Assemblée nationale. Et ça correspond à l'idée que vous en étiez fait? Tout le monde imagine forcément quelque chose quand on parle de l'Assemblée nationale, des députés. Le lieu est extraordinaire. On sent qu'il est chargé d'histoire, de la démocratie. C'est extraordinaire. Et à chaque fois que je reviens devant, je me dis que j'ai beaucoup de chance de représenter. Je le prends très très à cœur ce rôle. J'espère que les citoyens le ressentent de la sorte, mais oui, j'ai vraiment envie d'ajouter ma plus-value aussi, forcément, au débat et puis aux futures avancées législatives. Bon, quand on est député, on ne passe pas son temps au fond de la classe. Il y a des interventions, notamment à la tribune. Alors, c'est très solennel. C'est comme passer au tableau quand on est à l'école. C'est pire. C'est pire que le tableau. J'ai justement quelques images de votre première intervention. C'était au début de l'année 2023. Vous étiez très stressé à ce moment-là? Écoutez, alors, le fait d'être député, on prend très très souvent la parole, très régulièrement, en commission, en délégation du droit des enfants. Donc, finalement, l'exercice... c'est habituel. Voilà. On se rôde vide. Voilà, exactement. Entre les questions au gouvernement, les questions orales sans débat. Mais là, quand on est à la tribune, on se dit on y est, quoi, quand même. Oui, c'est une fierté. Ça change la vie, forcément, d'être député. Alors, vie professionnelle, vie familiale aussi. Vos 3 enfants, comment ils appréhendent d'avoir une maman maintenant qui est exposée, qui prend des décisions importantes pour l'avenir du pays? Alors, Arthur, mon dernier, pense que c'est encore un secret auprès de ses camarades. Alors après, en fonction des parents d'élèves, c'est vrai qu'on n'a pas sorti la pancarte en disant que j'étais devenue députée parce que je veux justement aussi épargner mes enfants par rapport à ça. Néanmoins, ma fille qui, elle, a eu son bac l'année dernière... me donne souvent des petits messages par texto en me disant maman, vas-y, il faut que tu tiennes bon parce que c'est un rythme très très particulier de monter toutes les semaines à Paris. On est quand même dans une certaine culpabilité. J'ai 3 enfants qui ont des besoins quand même très très particuliers. J'ai aussi un mari auquel je tiens particulièrement, fortement. J'ai envie que ma vie soit la plus compatible, la vie pro avec la vie familiale. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent un petit peu sous l'eau. Alors en plus d'être député, depuis quelques jours, vous avez pris la coprésidence du groupe Handicap et Inclusion à l'Assemblée nationale. On a compris que ce n'était pas hasard que vous vous retrouviez sur cette mission. Je crois que vous êtes coprésident avec Sébastien Pétavier, qui est le
premier député français à être en fauteuil. Tout à fait. Tout à fait. Ce groupe d'études, c'était vraiment... j'ai commencé l'année avec cette nouvelle. Et vraiment, je me suis dit, ça y est, je touche mes sujets. C'est parti. C'est le départ vraiment de quelque chose, parce que depuis 6 mois, je n'ai pas servi à rien dans les débats. Mais néanmoins, c'est difficile de se faire une place, surtout avec des sujets aussi... singulier que le handicap. Voilà, il y a des choses qui ont été faites sur le quinquennat, mais j'ai envie d'aller plus loin. Donc voilà, ce groupe d'études, ça permet aussi d'être très en lien avec les ministères. Donc c'est aussi voilà, une plus-value qui est évidente. Avec Sébastien, on est vraiment d'accord sur les objectifs, justement, de ce vers quoi on veut tendre. On veut une société qui soit beaucoup plus accessible, déjà en fauteuil roulant pour les personnes qui sont en mobilité réduite, mais pour l'accès aux droits, pour tout ce qui est l'accès aux loisirs, à la culture pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, l'école inclusive, qui fait partie d'un énorme paquet qu'il faut travailler de façon interministérielle avec l'éducation nationale et les solidarités. Monsieur Combe, Madame Dariussec et donc Monsieur Papendaï. Nous, on s'est dit qu'on allait repérer toutes les bonnes pratiques qui se font, parce qu'il y en a beaucoup, des choses qui se font sur le territoire national, qu'on ne met pas forcément en lumière systématiquement, mais qui marchent. Donc on va s'en inspirer pour aller... pour passer à la vitesse supérieure, j'ai envie de dire. L'idée, c'est quoi? De proposer des lois nouvelles, de faire avancer certains... Alors écoutez, de façon très concrète, j'ai été la rapporteure d'un texte responsable d'un texte auprès du rapporteur de texte Paul Christophe, justement sur la protection des parents d'enfants qui sont sous affection longue durée, ALD. Donc ça concerne des enfants qui peuvent être gravement malades, on pense notamment à la leucémie, mais également les enfants qui sont gravement atteints d'un handicap grave et qui donc nécessitent une dépendance de tous les jours. Et vous voyez, par ce biais, oui, forcément, proposer des lois en ce sens, c'est faire avancer la cause, parce que il y a les enfants, il y a les personnes en situation de handicap, mais il y a tout leur univers qui est complètement fragilisé, en fait, quand ça arrive dans une famille. Donc il faut prendre, j'ai envie de dire, autant soin de la personne concernée, mais aussi des frères et sœurs qui en pâtissent énormément et qui ont souvent du mal à l'extérioriser. Et puis il y a les parents qui ont un impact terrible sur leur maintien dans l'emploi, sur leur vie sociale, sur leur vie de couple. Donc voilà, j'ai vraiment envie oui, forcément, de faire des propositions de loi en ce sens. Le handicap, ça demande souvent de gros moyens financiers. On a la sensation que c'est un peu le parent pauvre des politiques publiques depuis des années. On en parle, c'est une belle cause, tout le monde est d'accord, mais derrière, il n'y a pas forcément les moyens à la hauteur des ambitions. On vous a garanti que sur le quinquennat qui débute, vous auriez la possibilité de lever des fonds. Je ne sais pas si le terme est bon, mais... Je pense qu'aujourd'hui, on ne garantit rien, mais... Des gens comme moi, comme Sébastien, on a aussi un député du Rassemblement national qui fait partie de notre groupe d'études qui est aveugle, le premier aussi, ouais. Député aveugle. Les choses sont en train de bouger. Et je pense que sans aucune garantie aujourd'hui, les ministres et les cabinets des ministres sont en train de se dire qu'effectivement, il faut absolument passer la vitesse supérieure. On situe comment la France par rapport aux autres pays européens, par exemple, sur ce type de politique? On est en retard? Non, on est très, très en retard. On est vraiment très, très en retard, même au niveau européen, sur tout un tas de thématiques internes au handicap, on est vraiment très en retard. Et voilà, il faut absolument... On a toutes les bonnes idées, toutes les forces vives pour y arriver. Donc, moi, je veux y croire. Et qu'est-ce qui manque? C'est une volonté politique de mettre oui, il manque des financements qu'il faut mettre à la hauteur de... Mais les financements, ils existent dans l'absolu. Il suffit de les flécher au bon endroit. Eh bien, on va aider les ministres à les flécher correctement, alors. Bon. Parler de
du niveau européen par rapport aux Français, à la France. Est-ce que le regard sur le handicap aussi en France a évolué, ou c'est encore un handicap, entre guillemets, pour justement l'insertion de ces personnes? On était unanime au niveau du groupe d'études pour dire que il fallait absolument que ça progresse, parce que non, aujourd'hui, le regard sur la personne fragilisée, il y a encore énormément de choses à faire. Moi, je ne vais pas vous cacher, au départ, et nous sommes tellement nombreux à l'avoir ressenti de la sorte, on s'empêche de sortir avec son enfant handicapé parce qu'on a peur d'imposer ça aux autres. Enfin, je veux dire, on arrive... finalement, c'est la société aujourd'hui qui nous empêche presque d'être heureux. C'est ce miroir, finalement, que nous rejette la société sur nos enfants qui n'ont rien demandé, et nous non plus. Donc, je veux absolument, si vous voulez, être porte-parole de toutes ces familles qu'on n'entend pas, qui souffrent en silence, pour qui les week-ends, les jours fériés, les vacances sont à l'opposé de ce que ressentent les gens quand ils ont des jours justement de congé, parce que nous, c'est une telle charge qui commence, qui ne s'arrête jamais, parce qu'il y a des enfants même à 12 ans qui ne font pas leur nuit. Je pense à des enfants autistes avec des troubles du comportement. Je pense à des enfants polyhandicapés qui ont besoin d'une assistance, pour qui vous allez vous réveiller 50 fois dans la nuit parce que vous avez tout simplement peur que sa vie s'envole. Voilà, j'ai envie de porter ces gens-là parce que pour l'instant, non, on n'en parle pas suffisamment. Et vous savez, c'est Charles Gardou qui nous dit « il n'y a pas de petite vie ». Je crois que oui, on a tous le droit de vivre dans la dignité. Et on peut y arriver en France. C'est pas possible. Donc voilà, on ira chercher les moyens. Et moi, je suis convaincue sur le fait qu'on va y arriver. Alors, il y a les personnes qui souffrent de handicap, et puis comme vous le dites, il y a la famille, l'entourage, qui eux aussi sont impactés dans leur vie quotidienne, et on ne prend pas forcément en compte ces gens-là. Il n'y a pas de statut particulier aujourd'hui? Alors, merci de le souligner. C'est vrai que le statut d'aidant aujourd'hui, excusez-moi l'expression, est un peu un fourre-tout. Je l'ai dit en commission, justement, en défendant la proposition de loi de Paul Christophe il y a 3 jours. Aujourd'hui, c'est embêtant parce que vous aidiez un parent âgé, dépendant, que vous aidiez un conjoint malade, que vous aidiez un enfant, enfin, c'est même pas aider, c'est que vous souteniez, parce que c'est un soutien aussi psychologique que physique. Enfin, c'est tout votre aide, finalement, qui est embarqué dans cette aidance. Quand vous êtes parent d'un enfant lourdement handicapé, en fait, on a tous le même statut. Et aujourd'hui, au niveau des retraites, ce que propose notre ministre Olivier Dussopt, c'est qu'il y ait une assurance vieillesse pour les aidants, l'AVA, qui nous permette de cumuler 4 trimestres qui va compter dans les carrières longues. Mais 4 trimestres. Pour une personne qui va s'occuper de son parent dépendant vieillissant, ça s'entend. Je pense que ces gens-là vont se réjouir de cette mesure, parce que quand vous vous occupez d'un parent vieillissant dépendant, normalement, vous avez déjà fait votre vie professionnelle. Oui, et puis le laps de temps est contraint dans le... Oui, voilà. Alors que nous, parents d'enfants gravement malades, gravement handicapés, on prend à perpétuité. On est dans le fleuron de l'âge, on commence notre activité professionnelle, on devient parent, il nous arrive cette catastrophe. Et après, on fait quoi? Moi, je me suis arrêtée pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et je peux témoigner de toutes ces amies que j'ai qui se sont arrêtées pendant 15 ans. Il y en a certaines. On va revenir sur le marché du travail au moment où nos enfants auront peut-être une place dans un institut spécialisé pour foyer d'adultes. Et c'est à ce moment-là qu'on va nous dire « de toute façon, tu es trop vieille, tu ne vaux plus rien sur le marché ». Non, au secours. Il faut qu'on soit aidés. J'ai envie que les aidants... 2 parents d'enfants en situation de handicap, on ait peut-être un statut autre encore. Parce que par rapport notamment à l'emploi, je trouve que c'est un beau gâchis que de se priver de compétences. Et je peux vous assurer que parmi toutes mes amies que j'ai rencontrées maintenant depuis 17 ans, chacune a des compétences très particulières, mais ce n'est pas parce qu'on a un enfant handicapé qu'on n'a pas des niveaux universitaires, d'écoles de commerce. On est une proportion de la population. Ouais.
Donc c'est du gâchis que de ne pas avoir la possibilité. Et pourquoi on n'a pas la possibilité d'aller travailler? Parce que nos enfants n'ont pas du tout les mêmes droits. Très concrètement, mon fils qui a 17 ans, le samedi, personne va le garder à part moi. Parce que, en fait, aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas encore à ce stade. Oui, et c'est dommage. Structure adaptée. Je suis en train de mentir parce que Antoine va à Capado, donc à Loisirs Pluriel, donc c'est un mauvais exemple. Mais par exemple pendant les week-ends, eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas de solution de relais. Et c'est la fratrie qui en pâtit parce que forcément, on n'a pas le temps qu'il faut pour donner aux fratries. On n'a pas la légèreté à donner aux fratries. Donc c'est beaucoup de culpabilité, nos chemins de vie aussi. On va en parler en quelques instants, la réforme des retraites. Est-ce que ce cas particulier des parents qui mettent en retrait leur vie professionnelle pendant de nombreuses années fait partie des particularités qui vont être prises en compte par le texte aujourd'hui? Alors écoutez, j'ai poussé en ce sens. Je pense que, vu le véhicule législatif, on ne peut pas se permettre tout. Mais il y a des nouveaux textes de loi qui vont arriver sur notamment le plein emploi, France Travail. Je crois qu'il y aura des choses à faire évoluer. J'ai envie d'y croire. L'école, vous en parliez, ça aussi c'est un élément important dans l'inclusion notamment de ces enfants en situation de handicap. Ça demande beaucoup d'argent. Régulièrement, les professionnels de ce secteur se plaignent du manque d'AVS, d'IME dans les écoles. J'imagine que vous, en tant que militante, vous étiez peut-être aussi, il y a quelque temps encore, en train de râler, de taper aux portes des décideurs, des élus. Alors, je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut passer à la vitesse supérieure. Je salue forcément le travail incroyable que Madame Cluzel a lancé. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire en termes de formation. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont en souffrance parce qu'elles attendent de l'école quelque chose qu'elles n'arrivent pas à avoir, parce que c'est une réalité, c'est des remontées de terrain, de circonscription. Il y a une maman d'un enfant autiste au collège qui m'a expliqué que ça faisait 15 AESH qui changeaient et qu'en fait, on l'appelait en lui disant « Ah ce matin, il n'y a pas d'AESH, donc vous venez chercher votre enfant ». Comment voulez-vous qu'on se replonge dans un emploi qu'on puisse se justifier auprès de notre employeur? Comment on fait, nous? Alors, on reste des aidantes à la maison en attendant que peut-être ou peut-être pas l'AESH sera là. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut effectivement revaloriser les AESH. Il faut leur proposer des contrats à 35 heures. Donc, ça fait partie du programme de notre président, un engagement fort. Il faut que ces personnes soient formées, qu'elles puissent échanger sur leurs pratiques. Et là, on y arrivera. Mais aujourd'hui, je sens une souffrance aussi profonde au niveau des enseignants. J'ai reçu un directeur d'école de l'agglomération qui me dit que sur plus de 300 enfants, 50 doivent aller voir l'orthophoniste pendant la semaine. Vous ne croyez pas que l'idée qui est quand même la meilleure, c'est de faire venir une orthophoniste à l'école? Et je pense que c'est ce vers quoi on va tendre, c'est-à-dire que le médico-social, les professionnels du médico-social vont finalement travailler main dans la main pour que, selon les besoins des enfants qui seront accueillis en école, il y ait un panel de possibilités. Moi, j'ai toujours dit que les outils du spécialisé vont forcément servir à des enfants ordinaires qui peuvent avoir justement un trouble en orthophonie pendant un petit moment. Et bien hop, tout de suite, on fait intervenir un spécialiste avec ses compétences et ses outils spécialisés, et hop, on remet l'enfant sur la bonne voie. Donc on s'est privé de ça, mais voilà, là vraiment les cabinets de Madame Dariussec notamment travaillent vraiment en ce sens. Donc ça on voit que voilà, c'est en train de bouger. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'elle est la ministre en charge du handicap. C'est pas la ministre la plus en vue du gouvernement. C'est pour ça que je faisais la précision. Oui, merci. C'est, comme je disais souvent, des sujets qui se passent au second plan dans les débats politiques ou dans les priorités budgétaires. Puisqu'on parle d'inclusion et d'école, alors ça n'a pas vraiment le même lien, mais qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive que certains élus veulent voir se développer, notamment dans les écoles?
Je sais pas trop. Je reste dubitative, à voir. Ouais. Vous avez travaillé aussi sur l'insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle. Il y en a beaucoup là, sur la région qui travaillent notamment dans des ESAT, etc. Est-ce que ces gens-là ont les mêmes statuts que des travailleurs classiques, j'ai envie de dire, et notamment par rapport à la retraite, dont on parle beaucoup en ce moment. Quand on est travailleur handicapé, on doit cotiser de la même façon et travailler aussi longtemps qu'un travailleur classique? Les travailleurs qui ont la reconnaissance RQTH peuvent s'arrêter à 55 ans. Les travailleurs qui sont en situation d'invalidité à 62. Ça ne change pas, si vous voulez, par rapport... D'accord, on ne va pas remettre 2 ans voilà, à non, tout absolument le monde pas. Absolument pas. Donc, globalement, les choses restent intactes pour ces personnes-là. Tout à fait. Bon, cette réforme, en tout cas, elle fait beaucoup parler. En tant qu'ancienne professeure des écoles, vous êtes à l'aise avec les propositions que le gouvernement fait sur ce sujet? Alors moi, si vous voulez... Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de vos anciens collègues qui sont... Non, mais mes collègues, je suis en disponibilité. Ça se trouve, dans 5 ans, je retrouverai un poste à l'Éducation nationale. On ne sait pas. Effectivement, je pense que les enseignants sont terrorisés à l'idée qu'on leur dise qu'il faille travailler jusqu'à 64 ans. Moi, je le vois autrement. Et si vous voulez, je mise beaucoup sur le fait que maintenant, dans une vie, on peut avoir plusieurs métiers. Alors, j'en suis un peu l'exemple vivant, j'ai envie de dire, mais il faut... alors, forcément, ça demande un certain effort comment dire, de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que je pense que, effectivement, un enseignant, il ne peut pas aller jusqu'à 64 ans... Bon, mais même 67 ans, s'il veut partir sans décote, voilà. Je me dis, c'est sûr que là, c'est pas possible avec nos enfants, nos élèves, nos jeunes, dans les collèges et les lycées. Il faut qu'il y ait une certaine relation. Et c'est vrai que les enfants sont durs avec nous. Quand on a passé un certain âge, presque, on ne vaut plus rien. Mais du coup, je pense que c'est peut-être... il faut tout... En fait, il faut faire preuve de créativité, je pense. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, pourquoi est-ce que les professeurs, les enseignants ne deviendraient pas des formateurs ? Ou alors deviendraient peut-être des tuteurs, c'est-à-dire qu'ils n'auraient plus forcément le public d'enfants et de jeunes jusqu'à cet âge-là, mais qu'on pourrait, enfin, imaginer une autre voie professionnelle pour finir justement plus sereinement. Parce qu'effectivement, être enseignant, même à 46 ans, on est vraiment fatigué. C'est un métier qu'on fait à 300%. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer et à imaginer. Et malheureusement, avec l'obstruction qui s'est passée depuis 10 jours à l'Assemblée, on n'est pas allé sur tous ces sujets de reconversion. C'est quand même terrible. Alors, ce n'est pas la première réforme des retraites qui fait grincer des dents. Il y en a eu d'autres. Vous aviez manifesté, vous, d'ailleurs, pour les précédentes réformes. Celle de Raffarin en 2003, on était passé de 37 à 42 annuités. Et celle de François Fillon, un peu plus récente, je crois que c'était 2010, on était passé de 60 à 62 ans pour l'âge légal. Vous n'étiez pas dans la rue pour ces deux réformes? Non. Non. C'était votre jambe droite qui, là, avait pris le dessus sur la jambe gauche. Mais vous le dites, vous comprenez les manifestants aujourd'hui Mais bien sûr, on est très à l'écoute de leurs revendications. C'est une réforme qui demande des efforts. Donc forcément qu'on se heurte à des gens qui ne sont pas d'accord. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas un tel mouvement. Mais si vous voulez, après, je pense que c'est une réforme qui permet de protéger notre système de répartition. Il faut que les gens l'entendent. Comment voulez-vous qu'on finance autrement? C'est un système qui marche, ce système de répartition. Donc il faut absolument le maintenir. Et pour le coup, on a des militants qui étaient hier au niveau de la manifestation à Grenoble. Les gens sont quand même beaucoup dans le dialogue. Ils ne sont pas non plus entêtés à se dire... on entend beaucoup dans l'Assemblée, on enlève 2 ans de vie aux gens. Mais attention quand même aux mots que vous utilisez. Enfin, c'est pas le but. Le but, c'est que le travail soit un lieu justement où on puisse s'épanouir tous, sans être trop
cabossés par nos années de travail. Donc on est tous dans cette optique, si vous voulez. Donc moi, je regrette surtout qu'on n'ait pas réussi à faire avancer le travail législatif sur ce texte. Alors, vous aviez des militants dans la manifestation grenobloise d'hier jeudi. Nous, on avait des journalistes qui sont allés recueillir aussi un petit peu, prendre la température ici à Grenoble. On écoute quelques réactions. J'espère que c'est que le début, car il faut monter un peu en puissance, sinon ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le blocage du pays, c'est la seule façon de faire. Bon, moi, je suis en retraite, mais je fais ça pour les autres. Il faut que les gens se rendent compte que tout le monde est touché. Voilà. Il y a quand même du monde malgré les vacances. Donc les gens sont très motivés. Et vous regardez, il y a des enfants, enfin des familles, des jeunes, des moins jeunes. Les gens sont comme très, très, très en colère et très motivés. Donc ils essayent de jouer sur le manque d'argent, la résignation, mais ils peuvent aller se faire voir, on sera là. On sait bien que ça va être une bataille à long terme, c'est-à-dire que là, on a fait des manifestations pour montrer une mobilisation importante. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution qui s'annonce politique de manière évidente. Et c'est sans doute des manifestations et des grèves plus importantes qui vont devoir s'engager à partir du mois de mars. C'est un peu la bascule qui va avoir lieu. Le gouvernement propose en fait de désunir la société et de casser notre retraite par répartition, de casser nos services sociaux et au final en fait tous les principes de solidarité qu'on a construits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement en fait, lui ce qu'il veut faire, c'est faire travailler plus longtemps les personnes âgées et en faisant ça, c'est de maintenir les jeunes au chômage. Je sais ce que c'est d'avoir 60 ans et d'être à la retraite ou pas à la retraite. Donc je peux vous dire que ces 10 années comptent. Donc c'est scandale, c'est un scandale que de donner 2 ans de prison ferme sociale aux citoyens. Bon, voilà un petit florilège qui fait écho d'ailleurs à ce que vous disiez il y a quelques instants. On n'enlève pas 2 ans de vie, hein, c'est ce que vous teniez à souligner. On a quand même l'impression qu'il y a un décalage entre ce que pensent les gens dans la rue, ceux qui manifestent, et puis la façon dont le gouvernement peut entendre ces revendications. Alors, excusez-moi, mais si je peux me permettre, on n'entend pas ceux qui vous disent aussi qu'ils sont heureux au boulot et qu'ils aimeraient jusqu'à 67, 68, 69. Dans une manifestation d'opposants. Une fleuriste à Grenoble qui a 13 ans, qui fait les gerbes de fleurs pour les cérémonies. Est-ce que c'est la majorité des Non, moi, Français? ce que je veux juste revenir, c'est sur ce que disait le jeune à l'instant. Faire travailler plus longtemps les personnes âgées, alors déjà, on n'est pas âgé quand même pour moi à 64 ans, c'est pas prendre sur justement le terrain des jeunes. C'est absolument faux, ça. Les seniors, puisque c'est vrai qu'on les appelle ainsi, ont des compétences et sont sur des postes qui ne sont pas du tout convoités de la même façon qui sont pas du tout convoités par les jeunes. Donc, si vous voulez, on a besoin des seniors, justement, par leur expertise, là, j'ai envie de dire aussi même le mot sagesse, pour justement former les jeunes. Et justement, l'index senior, vous avez vu à l'Assemblée, il n'est pas passé. Donc, moi, j'aimerais connaître, on n'a toujours pas compris ce que voulaient proposer les LFistes. Hein. On n'a toujours pas compris, à part des taxes. Il a été rejeté aussi par les Républicains, cet indice senior. Donc, ça préfigure peut-être d'ailleurs une stratégie politique plus qu'un vote sur le fond. Chacun vous envoie un petit signal en disant attention, cette réforme, elle est casse-gueule. Elle est nécessaire. Vous ne croyez pas que notre président, il aurait préféré ne pas la proposer parce qu'on se met tous quand même fortement en danger. Donc il faut la faire, elle est nécessaire. Sinon, d'ici 2030, c'est 150 milliards de déficit. Ça, je reste convaincue sur le fait qu'elle est nécessaire. Donc après, moi, on est tout à fait partisan de comprendre les propositions des oppositions, mais il n'y en a pas. À part taxer. Un des manifestants évoquait le blocage du 7 mars. En tout cas, c'est comme ça que notamment les syndicats appellent à manifester ce jour-là pour mettre le pays à l'arrêt et envoyer un signal encore plus fort au gouvernement. Vous craignez un avant et après 7 mars dans l'évolution du conflit social. Comment vous le percevez, cette date pivot ? Je ne sais pas quoi vous répondre parce que... Non,
Je peux pas m'engager sur comment, effectivement, quel sera l'engagement. Non, je ne sais pas. Le texte là, va partir au Sénat. Bon, sans être devin, on imagine qu'il faudra peut-être faire appel au 49.3 pour qu'il se passe. En tout cas, les Républicains vous ont envoyé quelques signes un peu inquiétants. Si on se place du côté de la majorité, ce serait un échec d'être obligé de passer en force ce texte sur les retraites pour le gouvernement? Ce serait un échec de pédagogie, puisqu'on n'arrive pas à faire comprendre la nécessité quand même de trouver des nouvelles cotisations, puisque anciennement on était à 3 cotisants pour un retraité, maintenant on est à 1,7 et ça descend de plus en plus. Donc quelle est la solution? Vous l'avez évoqué, il y a l'obstruction, on peut l'appeler comme ça, depuis le début de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'invectives aussi entre les différents camps, les différents groupes. Vous qui êtes nouvelle en politique et nouvelle à l'Assemblée nationale, comment vous percevez? Il y en a, j'imagine, qui ont vécu ce genre d'échange à d'autres occasions. Comment vous avez vécu ces derniers jours dans l'hémicycle? Moi, je suis effrayée de ce qui se passe. J'ai honte. J'ai honte de me dire que je suis parlementaire et que je suis mêlée dans tout ça. En fait, j'ai honte. Parce qu'on est les représentants du peuple. On est censé quand même être des gens qui savons nous contenir. Et quand on voit que les ministres n'arrivent même plus à finir leurs phrases, moi, je trouve ça très grave. Encore hier, Yaël Braun-Pivet, notre présidente, s'est fait traiter d'agent provocateur, comme quoi à chaque fois qu'elle venait comme présidente à l'Assemblée, c'était pour provoquer, pour créer justement. Je veux dire, il y a du non-respect, c'est quand même grave, c'est une institution. Moi, je comprends pas. On n'est pas loin de la cour d'école? Ah non, on est pire que la cour d'école, je vous assure. Moi, c'est vrai que ça me déstabilise beaucoup. Alors forcément, la politique, c'est pas un monde tendre, mais en arriver à ce point, avoir des députés qui mettent des ballons avec la tête de notre ministre, je trouve qu'on arrive à un point qui est complètement odieux. Bon. C'est un profond désarroi, en fait. À suivre, en tout cas, puisque cette réforme n'est encore loin d'être actée et validée. Ça va nous donner encore quelques semaines pour en parler sur ce plateau à notre échelle locale. Il y a encore quelques mois, 9 des 10 députés isérois faisaient partie de la majorité d'Emmanuel Macron, en Isère en tout cas. C'est plus le cas aujourd'hui, il en reste 3. Vous êtes la seule sur ce qu'on appelle le sud Isère. Vous avez des contacts avec les parlementaires grenoblois des autres tendances? On en a vu plusieurs cette semaine prendre la parole à l'Assemblée nationale, notamment Elisa Martin pour la France Insoumise, qui est l'autre députée de Grenoble. Vous partagez la ville toutes les deux? Non. Je n'ai pas spécialement de relation avec les autres députés de l'Isère, non. Sauf à part forcément Caroline Abadie, Marjolaine, qui sont dans Élodie, Jacques et Laforge également. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'occasion, si vous voulez. Puis je crois qu'on est tellement en tension que... je pense que c'est en train de... Voilà, mentalement, c'est compliqué. Alors, ça plaît peut-être beaucoup à certains. Je pense que plus c'est dur comme ça, plus ça plaît à certains. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inconfortable, en fait. Et le maire de Grenoble, Éric Piolle, vous êtes député de sa ville? Tout à fait. Écoutez, il m'a reçu tout à fait cordialement en septembre. J'avais à cœur de voir tous les maires des villes de ma circonscription. Malheureusement, le maire de Coran, je ne l'ai toujours pas rencontré. Mais en tout cas, avec M. Piolle, ça s'est très bien passé. On a échangé sur différents thèmes. La sécurité, l'école, forcément, j'ai essayé aussi d'avoir des sons de cloche sur les thématiques que je porte, mais ça s'est très très bien passé. Après, c'est pas forcément, on n'a pas de relation très fréquente pour échanger sur ces sujets. Alors lui aussi, il mène une réforme qui fait beaucoup moins parler
que les retraites, mais qui risque d'apporter un peu de désagrément aux Grenoblois, c'est la hausse de la taxe foncière, hausse sensible, 25%, qui sera validée au mois de mars par le conseil municipal de Grenoble. Une des justifications d'Éric Piolle sur cette hausse, c'est justement que l'État ponctionne un peu trop les collectivités locales et qu'il faut trouver d'autres formes de ressources. Oui, je crois que M. Piolle oublie de dire que la ville de Grenoble est quand même largement endettée depuis qu'il est maire, et même avant l'ère d'Esto, puisqu'il avait proposé un plan d'austérité assez édifiant. 9 ans après, on voit bien que les choses sont quand même restées un peu les mêmes. Donc c'est un peu facile de remettre ça sur le gouvernement, l'État, alors que d'autres villes ne sont pas obligées de faire une hausse aussi spectaculaire de la taxe foncière. Je crois que tout laisse à penser quand même que la gestion des finances de la ville de Grenoble est assez difficile. Surtout que quand on pense à l'argent que ça va rapporter, cette taxe foncière, c'est plus de pratiquement 45 millions d'euros, dont apparemment 3% seraient pour des investissements pour accélérer la transition écologique. Je ne sais pas, je reste un peu perplexe. Donc voilà, je n'ai pas plus à m'étendre sur le sujet, mais... La semaine dernière, on recevait un proche d'Éric Piolle, Guillaume Gontard, qui est sénateur, parlementaire comme vous, président du groupe écologiste au Sénat. C'est la tradition dans cette émission de demander à l'invité de poser une question à celui qui va prendre sa place la semaine d'après. Donc, je vais demander de vous poser une question, on l'écoute. Bonjour Servan Hugues. Moi j'avais une question assez simple. C'est vrai qu'on a une situation en France, et je dirais encore peut-être plus forte même sur notre département et notamment à Grenoble, sur la question de la santé, sur la situation de notre hôpital public, sur la situation de la santé, mais je dirais sur l'ensemble des territoires et des territoires ruraux, sur des déserts médicaux. Moi je le vois dans tous mes déplacements, un effondrement de notre système de santé, 17 000 lits fermés depuis 2017. Et donc, voilà, c'est un échec de cette politique. Alors, il y a 5 ans, on nous disait c'est les autres. 5 ans après, à qui la faute, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est la faute à cette politique ultralibérale. Et donc, je voulais savoir quelles sont les actions, quelles sont les orientations. Allons-nous avoir un vrai plan hôpital, santé proposé par ce gouvernement? En tout cas, je pense qu'il va falloir changer de braquet. Donc, j'aimerais avoir des précisions sur cette question-là. Merci. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Guillaume Gontard? Je précise que le CHU de Grenoble fait partie de votre circonscription. Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que des mesures ont déjà été lancées. Le problème de ces mesures, c'est qu'elles vont prendre du temps à montrer leur effet. Je parle notamment du numerus clausus qui a été supprimé en 2018 pour permettre à plus d'étudiants en médecine d'être justement admis en première année. Donc forcément, sachant que les études de médecine durent 10 ans, vous voyez bien que 2018, il faut qu'on attende encore 5 ans avant de voir réellement ce qui va se passer avec cette cohorte de nouveaux médecins. Donc forcément, ce sera une bouffée d'oxygène quand ils vont arriver. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même notre volonté par rapport à la pénurie des médecins, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Il y a une proposition de loi qui a été portée par une collègue, Stéphanie Rist, en commission des affaires sociales. Je crois qu'elle est au Sénat. Je crois qu'elle était au Sénat et qu'elle doit revenir justement en commission. C'est une proposition de loi qui permet justement une coordination de parcours de soins entre professionnels divers. C'est-à-dire que la place centrale reste le médecin qui le revendique et il a le droit, puisque avec ses années d'études, son expertise, il est le centre, si vous voulez, de cette coordination. Mais après, on peut s'appuyer aussi sur des professionnels paramédicaux, des assistants médicaux. Donc je pense que ça va faire une bouffée d'air. Et je rappelle juste que M. Gontard s'est abstenu pour cette PPL au Sénat. Donc il faut quand même avouer qu'on est quand même sur des pistes. Après, si on ne joue pas le jeu, bon.
Mais plus globalement, vous dites qu'il faut du temps. Ça fait 6 ans que Emmanuel Macron est à la manœuvre, même un peu plus aujourd'hui. Et pourtant, quand on écoute les professionnels de santé, la situation s'empire. Ils ne sont pas là à nous dire que ça s'améliore, ils sont là à nous dire que ça s'empire. Il y a des manifestations très régulièrement. Là, on voit l'hôpital de Grenoble, dans le médico-social notamment, les médecins généralistes aussi qui mènent des mouvements de grève. Donc, ils n'ont pas la sensation, en tout cas ces professionnels, qu'on tend vers une amélioration. J'entends bien, mais on a déjà mis 19 milliards dans le secteur. La loi, la revalorisation Ségur avec 183 €, oui, effectivement, ça ne suffit pas parce que je pense qu'il y a surtout une baisse de l'attractivité des métiers. Et ça, j'ai envie de dire que c'est très grave. Aujourd'hui, peut-être que les jeunes sont attirés très facilement vers tout ce qui est technologie. Voilà, c'est un peu de la poudre aux yeux. Regardez les startups, voilà, oui, et puis même les influenceurs. Enfin, je veux dire, nos enfants, ils sont complètement hypnotisés par tout ça. Les métiers du soin sont dévalorisés. C'est une catastrophe. C'est une réalité. Donc après, on est dans une époque de plein emploi, on ne va pas non plus s'en plaindre. Donc je pense qu'il y a des tensions, effectivement, où aujourd'hui, le personnel soignant se sent fortement déstabilisé et certainement affaibli. Après, en plus, la crise Covid qui a quand même fortement traîné ces dernières années. Je pense qu'il faut du temps. Et puis voilà, avec des nouvelles propositions de loi comme celle de Madame Rist, je pense qu'il y a des pistes parce que c'est une loi qui peut être très vite mise en œuvre sur le marché. Donc ne pas passer par le médecin pour aller voir son kiné, ne pas passer par le médecin pour aller voir son orthophoniste, ça va faire gagner du temps au médecin. Et tout le monde sera quand même... oui, tout le monde gagnera du temps. Ils ne sont pas tous d'accord sur cette solution, les médecins, mais bon, ça c'est un autre débat. On arrive à la fin de cette émission. Je voulais juste votre avis sur un dernier vote de l'Assemblée nationale ces derniers jours. Une proposition qui a été rejetée pour une voix. Un texte qui a été proposé par les socialistes dans le cadre de leur niche parlementaire pour mettre le repas universitaire des Crous à 1 € pour tous les étudiants. Aujourd'hui, il n'y a que les étudiants boursiers qui peuvent en profiter. Ça a été rejeté par votre majorité. Alors, vous n'avez pas pris part au vote, si j'ai bien vu. Vous n'étiez pas là ce jour-là. Vous auriez voté contre quand même? J'aurais suivi mon groupe, oui, puisque nous estimons que le repas à 1 €, c'est quand même La République En Marche qui l'a institué pendant la période du confinement. C'était pour tous les étudiants, effectivement. On a jugé nécessaire, mais comme toute activité qui est soumise au QF de la famille, que les étudiants qui n'étaient pas boursiers ou qui n'étaient pas précaires pouvaient très bien se payer un repas à 3,30 €. Je ne vois pas ce qui est embêtant dans cette mesure. Bien au contraire, on est vraiment dans de la justice sociale complète. Et je trouve que c'est vraiment déplacé la façon dont le député Louis Boyard a justement tendance à manipuler sans arrêt en communiquant qu'à demi-mot. C'est une honte. On n'a jamais dit, moi ma fille m'en a parlé. Elle était choquée, elle m'a dit « Maman, vous avez voté contre le repas à 1 € pour les étudiants ». Je lui ai dit « Mais pas du tout, on est dans la nuance. On est dans la nuance. On a parlé, oui, pour les boursiers et les précaires, non pour les enfants qui peuvent se permettre ce repas à 3,30 € parce que les parents ont des revenus justement satisfaisants pour ce genre de dépenses. Donc voilà, on est face à toute la manipulation des LFistes. Bon, bah voilà, c'est dit. Et puis c'est bien d'avoir aussi, quand on est élu, un pied dans la vraie vie avec des enfants qui viennent vous tirer un peu la sonnette d'alarme. Elle n'était pas dans les manifestations grenobloises, votre fille, non? Bon. Merci en tout cas, Servane Hugues. Le texte des retraites va poursuivre au Sénat dans les prochains jours. C'est donc une sénatrice qui sera la prochaine invitée du QG politique, Frédérique Puissat, sénatrice de l'Isère. Donc je vous demanderai de regarder la caméra en face de vous et de lui poser à votre tour une question. Oui, bonjour Madame Puissat. Je sais que vous êtes en commission des affaires sociales justement au Sénat. Donc avec ma thématique favorite, je voulais vous poser quelle était votre feuille de route
justement par rapport au handicap, à la politique du handicap que vous voulez mener. Je sais que vous avez un groupe d'études aussi interne au Sénat sur le groupe handicap et inclusion. Je me dis que ce serait peut-être aussi cohérent de pouvoir échanger entre groupes d'études des deux assemblées. Voilà, donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question. Je vous remercie. Merci Servan Hugues. Elle vous répondra le premier week-end de mars, 3, 4 et 5 mars pour les diffusions du QG politique. La semaine prochaine, on fera un QG des maires avec 3 maires de l'agglomération grenobloise. Il s'agira des communes de Visil, Bresson et Saint-Barthélemy de Séchilène. Qui auront sûrement aussi beaucoup de choses à dire sur la politique locale et puis peut-être aussi sur les réformes du gouvernement. Merci en tout cas d'être venu pour cette première émission politique sur Télé Grenoble.